Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 8. Ces interviews me permettent de mettre en lumière le travail de différents artisans du monde de l'horreur, et pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Chris de la chaîne YouTube et du podcast Comics Raise. Salut Chris et merci d'avoir accepté mon invitation sur Horror News Interview. Merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Alors, je m'appelle Chris, depuis maintenant pas mal d'années, depuis plus d'une quinzaine d'années, je produis du contenu autour de la BD principalement, sur internet, autour des comics en particulier et autour de la pop culture au sens large. Je suis chroniqueur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, vidéaste, voilà, j'écris des trucs. C'est une présentation assez floue de ce que je fais, j'ai l'impression. Donc effectivement, et tu es aussi très doué au fameux jeu du sous la couette dans ton cul. Tout à fait, pour ceux qui écoutent les Staminerd, ils auront la référence. Voilà, exactement. Donc podcast culturel, les Stamineurs, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous invite à aller voir ça. On peut dire ça, ouais, culturel. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire avec les comics? Toi, c'est comme ça que je t'ai connu, en tout cas pour ta spécialité du comics. Alors moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu des bouquins dans les mains et particulièrement de la BD. Je pense que j'avais des BD dans les mains avant de savoir lire. Et si tu veux, moi, je suis né à la fin des années 80, donc j'ai grandi avec mes films de référence quand j'étais gamin. C'était le Batman de Tim Burton, le film de 1990 des Tortues Ninja, des trucs comme La ça. base. Voilà, la série animée Spider-Man des années 90, de 94, qui passait sur Sur TF1, TF1. ouais, Bref, voilà, j'ai grandi avec bien ça. sûr. J'ai grandi avec tout ça, et donc en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert tous ces personnages-là avant même de savoir qu'ils venaient de BD. Je pense à Conan aussi. Je suis assez client de l'univers de Conan le Barbare, et clairement, j'ai découvert les films avec Schwarzenegger bien avant de lire les BD de Bah Conan. oui. Et du coup, de fil en aiguille, ouais, je me suis intéressé aux BD dont venaient ces personnages. Et puis, parce que j'ai grandi dans une campagne perdue, il fallait bien que je m'occupe. Et donc, au lieu de me passionner pour le foot ou pour je ne sais quoi, je suis tombé à corps perdu là-dedans. Les comics, c'est un univers qui est assez vaste et qui te paraît très vite lacunaire en fait quand t'es petit, parce que tu vas lire un bouquin, t'as un épisode au milieu de nulle part, tu dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Du coup, t'as envie de savoir et tu te mets à lire plein de comics, et ça n'en finit plus, et c'est comme ça que ça a commencé, je crois. Bah, c'est vrai que moi je me rappelle qu'à l'époque, c'est ce qui m'a longtemps freiné à attaquer les comics parce que j'avais l'impression d'arriver en plein milieu d'une histoire. Je connaissais pas les personnages, je connaissais pas les arcs précédents, les enjeux. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai repoussé en fait. Jusqu'à ce que je rencontre un pote qui, lui, était un fondu absolu de comics, qui était une encyclopédie vivante. Et ça m'a permis justement d'attaquer. Et à chaque fois que j'avais des questions, je me référais, j'allais lui poser des questions, je l'embêtais en permanence pour démarrer en fait. Mais pas évident, ouais, effectivement. C'est pas un univers qui est toujours facile à appréhender. Alors maintenant, par rapport au marché français, on va dire beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de portes d'entrée. Les éditeurs ont compris que justement, il fallait faciliter un peu tout Bien sûr. ça. Mais clairement, quand j'étais gamin dans les années 90, c'était complètement la jungle, hein. Voilà, c'était assez rigolo. Et du coup, alors ça, c'est pour les comics. Ton histoire un peu avec l'horreur. Je crois que tout ça, c'est un peu lié quand même, parce que j'ai aussi grandi devant des films, alors peut-être pas d'abord devant des films d'horreur, même si je pense que mes parents étaient complètement irresponsables, mais mais devant, moi j'ai les films de mon enfance, tu vois? C'est Robocop, Terminator, j'étais, à fond Bien là-dedans, sûr. et de fil en aiguille, il y a quand même Les Griffes de la Nuit qui font partie des grosses sagas d'enfance, on peut le dire. Mhm. Après j'ai eu la chance, je pense, d'avoir été, relativement encadré dans cette découverte-là. On m'a bien expliqué que c'était des films, que même si c'était fait pour faire peur, c'était aussi fait pour divertir, et que du coup, une fois que j'ai assimilé ça, j'avais pas trop de soucis à regarder des trucs un peu trash, un peu gore, même gamin, tu vois? À 6-7 ans, j'étais déjà très client de tout ça, Mhm. et ce qui a sûrement construit l'adulte complètement, irresponsable que je suis aujourd'hui aussi à mon tour. Mais du coup, ouais, j'ai grandi un peu avec tout ça aussi. Les Griffes de la Nuit, je pense que c'est quand même le truc de quand j'étais gamin, quoi. Voilà. Maniac Cop aussi, pas du tout fait pour les enfants, Maniac Pas Cop, trop, non. mais je me souviens que ça avait complètement marqué, quoi, ce flic complètement défiguré là. Et après, ouais, en fait, c'est des univers qui marchent un peu de pair, hein, parce que j'ai toujours été très client du fantastique, de la science-fiction, et donc par extension de l'horreur, très rapidement des films de Carpenter aussi, voilà, Alien évidemment de Ridley Scott, enfin voilà, tous ces films-là qui étaient normaux pour les enfants à l'époque, puisque je veux dire, moi, quand j'avais 6-7 ans, on nous vendait des jouets, des figurines de l'univers d'Alien. Donc on se Ouais. dit, si on vend des jouets pour les enfants, c'est normal que les enfants voient les films, tu vois. Il y avait cette logique-là aussi qui était très commerciale à l'époque. Et voilà, je suis tombé un peu là-dedans par extension de tout l'univers dans lequel j'évoluais déjà. Je pense comme plein de gens de mon âge, hein, quand je discute avec des gens à peu près de ma tranche d'âge, on a tous un peu le même parcours par rapport à tout ça. Mais
Ouais, c'est assez marrant. Tu parlais notamment des jeux, des jouets, en tout cas Alien. J'ai découvert là il y a pas longtemps sur la chaîne YouTube la séance de minuit, qu'on salue d'ailleurs. Et en fait, ils faisaient un live justement sur les jouets rétro. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, j'en avais un moi quand j'étais gamin. J'avais la reine alien avec les ailes, ce qui est quand même hardcore quand même, pour un gosse, je trouve. Mais allez, à l'époque, je me posais pas la question, je trouvais ça cool. Et, euh, et c'est vrai qu'à la base, c'était en fait des produits dérivés pour un dessin animé en fait. Mm, On exactement. aurait dû avoir un dessin animé Alien. C'était une autre époque. C'était avant les Teletubbies. Alors, Légèrement. un petit peu. Quoique les Teletubbies sont assez flippants aussi quand même, quand on les regarde bien. Ouais, si, en tant qu'adulte, c'est un peu glauque. Mm, C'est un peu glauque. Avec le recul. Pas se mentir. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de l'horreur dans les comics? Je sais que tu l'avais fait notamment sur un article il n'y a pas si longtemps. Ouais, j'avais consacré 2 articles, on va dire, un peu à cette thématique-là. Ouais. En fait, l'horreur et les comics, c'est lié depuis toujours. C'est vrai qu'on a tendance à voir le comics comme quelque chose de typiquement accroché au genre super-héroïque. C'est vrai majoritairement parce que ça fait partie des genres dominants de la bande dessinée américaine. Mais l'horreur, en fait, les premiers comics d'horreur datent des années, on va dire, 40, donc quelques années après Superman, 1940-1941. Au début, ils adaptent surtout des classiques. Ils vont adapter en BD les histoires d'Edgar Allan Poe, ils vont adapter Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, des trucs du genre. À partir du milieu des années 40, donc après la Seconde Guerre mondiale, les super-héros ils tombent un peu en déclin parce que les gens ont envie d'autre chose, parce que l'ambiance est plus la même, parce qu'on a peut-être moins besoin de héros valeureux et habillés de costumes colorés. Mhm. Et du coup, le genre horrifique va, d'ailleurs au même titre que plein d'autres genres comme le western, la romance, etc., trouver un peu sa place sur le marché américain, en tout cas. Et donc, on voit arriver notamment, alors chez l'éditeur le plus connu qui s'est vraiment spécialisé dans ce genre-là, c'est EC Comics, C'est vrai. avec William Gaines et Alfred Stein, qui vont vraiment, eux, s'inspirer en fait de ce qu'ils ont lu dans les pulps, des histoires un peu horrifiques, des histoires un peu angoissantes, et décliner ça en BD chez EC Comics. Mais il faut savoir qu'à l'époque, tous les éditeurs tentent des trucs parce qu'ils voient que les super-héros marchent plus trop. Et donc, même Marvel, qui à l'époque encore Timely puis Atlas, va faire de l'horreur. Et enfin, voilà, c'est pas non plus typique enfin, c'est pas réservé à EC Comics. Seulement, ça va pas durer parce que ça va vite déraper, c'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus choquant, de plus en plus provoquant, parce qu'évidemment, il faut vendre des BD. Et on a des associations, on a notamment Frédéric Wertham, qui est un psychologue à l'époque, qui a un petit peu d'affichage, on va dire, public, notamment dans des magazines féminins et tout ça, qui va monter un peu au créneau contre la violence qu'engendrerait la bande dessinée, qui pervertirait un peu la jeunesse. Et donc en 1954, il y a le Comics Code Authority qui arrive, qui régule tout ça, donc qui interdit les vampires, les loups-garous, les morts-vivants et les homosexuels. Oui, bien sûr, tout ça va de pair, hein, c'est bien connu. Apparemment, il y a une logique hein, voilà, dans tout ça. Et donc, voilà, l'horreur va un petit peu passer sous le tapis, tout simplement parce que quasiment interdite, puisque si un comics n'obtient pas le fameux label du Comics Code, il est mis au placard. En fait, il n'a pas le droit d'être exposé sur les devantures des marchands de journaux, hein, en gros. Et donc, forcément, c'est des ventes en moins, c'est des clients en moins, c'est de l'argent en moins pour les éditeurs. Donc, ils prennent pas le risque d'aller contre ce fameux Comics Code. Au début des années 70, donc là on fait un petit bond dans le temps, il y a un certain relâchement, un certain assouplissement du Comics Code Authority, qui va permettre à des éditeurs comme Marvel d'aller déterrer des personnages comme Dracula, des personnages comme la créature de Frankenstein ou la momie, c'est-à-dire des personnages qui viennent de l'horreur un peu classique, pour les mettre en scène dans des histoires. Alors souvent, ils contournent un peu le problème, parce que en gros, le Comics Code dit, vous pouvez réutiliser des monstres, vous pouvez remettre des vampires, des loups-garous, etc., mais ça doit être fait dans un contexte un peu gothique, d'horreur un peu classique, victorienne, etc., comme on connaît justement dans Frankenstein, dans Dracula. Ouais, les Universal Monster, ouais. Voilà, exactement, on est tout à fait dans ce délire-là au début. Évidemment, ça va vite être contourné par les éditeurs qui vont trouver des tactiques à 2 balles pour intégrer ça à notre univers moderne. C'est notamment aussi comme ça que Swamp Thing va arriver chez DC Comics, un peu par une voie détournée en récupérant ça. Et puis Marvel, ils vont aussi surfer à l'époque, parce que dans les comics, c'était toujours un peu interdit, mais au cinéma, à partir des années 60, il y a quand même les films de la Hammer qui sont vraiment populaires. Et en fait, pour Marvel, c'est tout bénef, puisque eux, ils mettent en scène Dracula qui est tombé dans le domaine public, la créature de Frankenstein qui est tombée dans le domaine public, et que les gens connaissent grâce au film au cinéma, sauf qu'ils n'ont aucun droit à payer pour faire ça, et donc pour eux, voilà, c'est tout bénef. Ils ont une pub gratos au cinéma avec des films qui leur appartiennent pas, mais ils n'ont pas de droit à payer sur les personnages. À cette époque-là, les années 70 aussi, on va avoir Warren Publishing qui va arriver avec des magazines, parce que les magazines grand format en noir et blanc échappent au Comics Code. Donc ils vont se permettre de faire des magazines comme Eerie ou Creepy, où là ils peuvent vraiment faire de l'horreur un peu plus explicite que ce que Marvel fait dans les pages de Tomb of Dracula par exemple.
Et puis après, dans les années 80, alors on a un peu un déclin du genre horrifique, peut-être aussi parce que le cinéma reprend le pas. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, il y a quand même là les grandes sagas, Vendredi 13, Halloween, Les Griffes de la Nuit qui repassent un petit peu sur le devant de la scène pour les gens. Et en comics, ça va être un peu plus discret, mais il y a quand même le Swamp Thing d'Alan Moore, par exemple, qui reste très horrifique. Et puis aujourd'hui, il y a toute une nouvelle scène qui arrive aussi parce que le genre horrifique dans le comics reprend un peu le dessus aussi. Il y a des gens qui tentent des trucs et qui tentent une horreur peut-être un petit peu moins gore, un petit peu moins classique par rapport à ce que nous on peut connaître, les gens de notre génération, on va dire. Donc voilà, l'horreur dans les comics, c'est un vaste sujet. Je vais éviter de faire trop long, je pense que j'ai déjà fait trop long. Non, 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 mais c'est justement, c'est parfait parce que moi je trouve, enfin, en tout cas, à mon niveau, je trouvais ça, très intéressant quand tu l'avais développé, notamment, sur tes articles, quand c'était la sortie, chez Panini des omnibus, comme, Tomb of Dracula Ouais. et donc, moi, à mon niveau, en tout cas, je trouvais ça intéressant, donc je me dis que, voilà, ça pourrait aussi intéresser, les auditeurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je t'ai découvert moi sur, ta chaîne YouTube, Comics Raise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et de ton évolution? Alors, moi, en fait, j'ai commencé à faire de la vidéo avec mon frère, sur une chaîne qui s'appelait Arrête ou mon geek va tirer. C'est en 2011 Mmh. et on revisitait un peu des trucs de la pop culture avec des costumes en carton. On est vraiment au balbutiement de YouTube, hein, on est aux premières années de YouTube. Mmh. À l'époque, des gens comme le Fossoyeur de film doivent avoir genre 5 000 abonnés, tu vois? Et à l'époque, pour nous, 5 000 abonnés, c'est le Graal, hein. Ça nous paraît, Ouais. déjà de on se disait que 2 000 abonnés, c'était, inatteignable. Aujourd'hui, il y a des gens qui en ont 2 millions, mais on était vraiment au début de tout ça. Et donc voilà, on fait ça pendant un certain temps, on s'amuse bien, on rencontre plein de gens très cool. Et puis moi de mon côté, je me dis: «Bah tiens, j'aimerais bien faire des trucs un peu en solo aussi, creuser d'autres thématiques peut-être différemment et peut-être avec un peu moins d'humour, en tout cas avec un angle un peu différent». Le sujet que je maîtrise le mieux, de mon point de vue en tout cas, c'est le comics, parce que je lis du comics depuis toujours et que voilà, j'ai cette culture-là dans mes passions en fait, hein. C'est vraiment un truc, que je vis comics, je mange comics, je dors comics un peu. Mmh. Et heu et donc je me dis: «Bah tiens, allons-y, faisons une chaîne sur les comics, quoi». Et c'est comme ça qu'arrive Comics Rise, où je me mets à parler de BD. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça démarre. Et donc ça a duré, pendant plus de 8 ans, à raison d'1 ou 2 vidéos par mois en moyenne, où je passais en revue un peu les grandes thématiques de la bande dessinée américaine. Alors parfois sous un jour un peu social, parfois sous un jour un peu plus, pop culture, parfois sous un jour un peu plus, rigolo, parce qu'il y a aussi plein de trucs quand même assez marrants dans la BD américaine, des trucs un peu incohérents et des choses qui font un peu peur quand on les lit, Mmh. et pas dans le bon sens du terme. Ouais, c'est clair. Mais voilà quoi, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis voilà quoi, c'était une chouette expérience, mais YouTube est aussi une jungle. Donc c'est au bout de 8 ans, j'avais un peu fait le tour de la question, quoi. Ouais, alors on y reviendra un petit peu après, mais tu as d'autres projets pour le coup, qui ont démarré, depuis peu notamment. Ouais, exactement. Combien de temps en moyenne ça te prend, alors à l'époque, la création de vidéos sur YouTube et puis maintenant les articles, c'est, sur Substack, notamment? Ouais, alors les vidéos, c'était hyper variable. Il y a des Alors en moyenne, on était quand même, je pense, sur une bonne vingtaine d'heures de travail par vidéo. Mmh. Sachant qu'il y a évidemment l'écriture, il y a le tournage, il y a le montage, mais ce qui est très long, par exemple, quand on fait du montage et qu'on parle de BD, c'est d'aller chercher des images d'illustration, et Ouais. parfois c'est pas facile. J'ai certaines vidéos où j'ai dû moi-même trouver le bouquin, le scanner page par page, recadrer, retoucher un peu, parce que des fois tu trouves des. Notamment, j'ai fait une vidéo sur un crossover assez improbable entre Superman et le lapin de Nesquik, Tout à fait. qui est un comics promotionnel qui est déjà assez galère à trouver. Et une fois que j'ai trouvé, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune image de ça par la couverture sur internet, donc j'ai tout scanné, tout retouché pour que ce soit à peu près présentable en vidéo. Donc ça, c'est du temps de travail aussi. Mmh. Après, je crois que la plus longue en termes de temps de travail, ça doit être celle sur Watchmen, parce que c'est une vidéo qui dure 25 minutes, et je pense que j'ai passé bien 50 heures de taf dessus. Après, je comptais pas à la minute, mais voilà, on est dans cet ordre-là d'idées. Mmh. Aujourd'hui, les articles Substack, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui me demandent plus ou moins de temps. Évidemment, là, on enlève quand même le temps de montage et de recherche d'images, parce qu'il y a beaucoup moins d'images d'illustration et beaucoup moins de montage, même quand je fais. Alors, les articles que je poste ont une version audio pour certains qui sont dispo ensuite sur les plateformes de podcast. Donc, ça permet d'avoir une version un peu étendue de l'article et parfois aussi plus simple, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont la flemme de se taper 5 ou 6 pages de texte. Ils préfèrent écouter une version audio de l'article. Après, franchement, je ne calcule plus. D'ailleurs, c'est là que je vois que ma façon de travailler a changé, parce que autant sur YouTube, j'étais capable de te dire combien de temps je passais sur une vidéo, autant là sur Substack, je suis incapable de te dire combien de temps je vais passer sur un article. Je pense que certains trucs doivent être écrits en 2 heures à tout casser. Mmh. Et puis il y a des choses que je vais parfois commencer et puis terminer des mois après, faute de temps ou faute d'idées ou faute de
voilà, de développement vraiment construit. Donc, je sais pas. On est sur des heures de travail, mais est-ce que c'est 5 heures, 10 heures, 20 heures? J'en ai aucune idée. Ça marche. Bon, en même temps, ça veut dire que ça se passe plutôt bien, que c'est plutôt fluide. Sinon, tu les verrais passer les heures. Peut-être. Bah, après, ça reste quand même un divertissement pour moi, hein. Je tiens quand même à dire que ça n'a jamais été mon travail à temps plein, loin de là. Donc heureusement que je me fais pas chier à faire ça, parce que le jour où d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit sur, YouTube, hein, on m'avait déjà posé la question un peu dans des interviews à droite à gauche. On m'avait dit: «Ah, est-ce que tu vas continuer? Jusqu'à quand tu vas continuer?» et cetera. J'ai dit: «Moi, en fait, je fais ça parce que ça m'amuse et le jour où ça ne m'amuse plus, j'arrête». Donc c'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question sur YouTube, la plateforme ayant évolué, bah, voilà, je me sentais pas forcément, l'envie de suivre les codes qui étaient imposés par YouTube et par Google, qui demandent quand même à ce que les gens structurent leur contenu pour qu'ils répondent à certains critères qui sont pas forcément ceux que j'avais envie de développer moi de mon côté dans mon taf. Mmh. Et c'est la même chose sur Substack. Aujourd'hui, voilà, je m'éclate bien à écrire mes trucs, à faire des versions audio, un peu de podcast et tout. Peut-être qu'un jour ça m'amusera plus et que j'irai faire autre chose ailleurs. Enfin voilà, j'ai le luxe en fait de ne pas en vivre et de faire ce qui me plaît, donc j'en profite. Effectivement, ça se recoupe avec ce qu'on se disait la dernière fois avec, Marie-Madeleine de d'Occulture sur la dernière interview que j'avais proposée et c'est ce qu'elle me disait effectivement, faut déjà prendre plaisir soi-même avant tout, faut pas que ce soit une corvée quoi, hein, c'est clair. Non, je pense que de toute façon, si c'est une corvée ou si c'est fait vraiment avec un objectif, hyper, calculé, ça dure jamais très longtemps. Sauf si le succès est extraordinaire et qu'il te permet de, voilà, de devenir multimilliardaire peut-être et là peut-être que tu acceptes quelques contraintes. Mais évidemment, quand tu parles de comics, qui est un domaine de niche qui touche à tout casser quelques milliers de personnes en France, c'est quand même pas évident, d'avoir des objectifs comme ça. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut avant tout le faire pour soi, sinon ça n'a aucun intérêt. Ouais, effectivement et c'est vrai que toi, avec ton travail, que ce soit sur, tes articles ou sur tes vidéos, YouTube, c'était beaucoup d'analyse et de dissection quelque part, de tes sujets. Est-ce que tout ce travail-là, ça a modifié un peu ta façon de lire les comics? Alors, dissection, je ne sais pas, j'aurais pas cette prétention-là, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on a tous un avis vite fait sur ce qu'on lit, sur ce qu'on voit au cinéma ou en BD ou en roman, peu importe, parce que internet nous oblige aussi un peu à donner notre avis sur tout, hein. Voilà, les gens qui voient un film sont obligés de donner leur avis, même s'ils ont pas grand-chose à dire dessus. Même quand on leur a pas demandé? Aussi et surtout d'ailleurs. Surtout. Mais je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là un peu parce que comme je le disais, j'ai toujours fait un peu des trucs, sur internet avant même Comics Rise, avant Arrêtons Guillotière, avant j'avais des blogs, j'ai écrit pour des sites, enfin voilà, j'ai fait un peu de trucs à droite à gauche. Mmh mh. J'ai toujours eu cette envie de partager un peu, voilà mes retours sur que ce soit sur mes lectures, mes visionnages ou mes écoutes en matière de musique. Donc je pense que j'avais déjà cette fibre-là. Après, ça a forcément un peu changé ma façon de lire dans le sens où, bah, quand je sais que je vais parler d'un truc, de certaines thématiques par exemple, bah, je vais quand même m'attacher à bien décortiquer ce que je lis et à bien comprendre ce que je lis, à pas le survoler, à pas le parfois à le relire. Quand j'ai fait ma fameuse vidéo sur Watchmen, j'ai relu, 3 fois Watchmen dans tous les sens, pour ne rien oublier, enfin voilà et sachant que j'avais déjà lu Watchmen, pas mal de fois avant. Mmh. Donc c'était du travail quasiment d'analyse, page par page, peut-être pas, mais en tout cas, au moins chapitre par chapitre pour vraiment décortiquer les choses dont j'avais envie de parler. Puis ça oriente aussi un peu tes lectures dans le sens où, parfois tu as envie de je vais pas dire que ça te pousse à chercher des choses dans ce que tu lis, mais tu as envie de trouver plus que le simple divertissement. Tu te dis: «Ah bah, voilà, on m'a dit que la BD traitait de telle ou telle thématique, on va voir comment elle le traite». Enfin voilà, ça te pousse un peu à analyser certaines choses, peut-être plus que si derrière tu avais aucun compte à rendre entre guillemets sur tes lectures quoi, peut-être. Oui, si c'était juste pour le côté, récréatif, Oui quelque part voilà, de la lecture, ouais. Ouais, c'est sûr. c'est possible. Après je lis aussi des trucs très, très cons dans un but purement récréatif, hein. Je veux dire, quand je lis des choses, C'est important. comme Godzilla versus Power Rangers, c'est clairement récréatif et ça fait très bien son taf, tu vois? J'ai pas besoin d'aller chercher un niveau d'analyse au-dessus de ça, tu vois? C'est des monstres qui se bagarrent et je suis très content avec ça. Ça doit être du Vestron ça au moins, non? Tout à fait en France, c'est sorti chez Vestron en France, tout à fait. Ouais, ouais, effectivement. Il y a quelques titres, chez eux qu'il faut que je me procure. Je crois que c'est eux qui avaient sorti, la réédition de Body Count Oui, tout à sur les fait, Tortues Ninja et tout à celui-là fait. il me fait de l'œil. Je sais pas, il a l'air sympa. Tout à fait, bah, ils ont un catalogue assez intéressant parce qu'en plus c'est un petit éditeur qui fait des trucs un peu, voilà, on va dire de niche dans un domaine de niche Mmh et je mh. trouve ça toujours très intéressant parce que c'est des publics vraiment restreints, mais c'est des gens qui cherchent aussi justement ce côté un peu exotique, dans le bon sens du terme de la BD américaine et la BD américaine c'est aussi ça, c'est aussi des trucs un peu what the fuck pour le commun des mortels, mais qui peuvent fonctionner, ou en tout cas qui visent des publics sur lesquels ça fonctionne particulièrement et ça c'est assez chouette à voir aussi. Ouais, effectivement, ça varie un peu l'offre.
Alors, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Donc on en parlait tout à l'heure, peut-être, déjà de garder la passion? Ouais, ouais, bah, puis oui, comme je le disais, de ne pas le faire en attendant quelque chose en retour. Je pense que ça, c'est, ne serait-ce que même la visibilité, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des fois un peu découragés par ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire du contenu extrêmement travaillé, un travail extrêmement, pointu et puis, moi le premier, hein, enfin je veux dire en plus de 15 ans de création sur internet, des phases de découragement, j'en ai eu des dizaines et des pages blanches, j'en ai vu des dizaines. Enfin tu vois, on n'est pas des machines à produire et on n'est pas infaillible. Après, il faut pas se décourager en se disant: «Ah bah, il y a des gens qui font du contenu facile et qui ont plus de visibilité que moi». Il faut plutôt le voir dans le sens où, bah, quand on fait un contenu un peu pointu, on parle forcément à des gens qui cherchent un contenu un peu pointu et ils sont moins nombreux que quand on fait des choses, on va dire faciles d'accès, mais qui du coup, bah, parlent à tout le monde, par extension. Moi, je pense que allez, enfin, il y a pas de secret pour se lancer, bah, il faut se lancer, en fait, il faut le faire et puis, bah, on voit ce que ça donne. Moi, dans chaque nouveau projet que je fais, bah, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire, je me dis: «Tiens, je vais faire ça» et je le fais. Alors ça veut pas dire que ça a pas été, travaillé, anticipé, un peu préparé, mais au final, au moment où tu te lances, tu sais pas comment ça va être accueilli par les gens et puis l'une des grosses, caractéristiques pour moi d'un contenu, c'est la valeur ajoutée, la plus-value de la personne qui est derrière. C'est qu'est-ce que toi tu peux amener de nouveau par rapport à tout ce qui se fait déjà? Enfin, je veux dire, s'il y a 50 personnes qui font de la review de cinéma, de comics, de jeux vidéo, enfin voilà, et il y a plus de 50 personnes qui font tout ça déjà, Mmh. bah, qu'est-ce que toi, en le faisant, tu vas amener que les autres n'ont pas? Ça peut être un angle d'attaque, ça peut être une façon d'écrire, ça peut être un format qui va être monté, animé, travaillé d'une façon ou d'une autre. Je pense que enfin, moi, je sais que quand je cherche du contenu, c'est ce qui va m'orienter, tu vois, dans ma recherche, c'est qu'est-ce que ça amène de plus que ce que j'ai déjà vu? C'est-à-dire que si c'est un truc vraiment, basique, que j'ai déjà vu 1000 fois et que la personne est un petit peu léthargique, tu vois, dans son dans son animation et me dit juste: «Ah bah voilà, j'ai vu tel film, bah c'était bien». Bon, je veux dire, tant mieux, tu vois? C'est cool si le mec a aimé le film, mais moi, ça m'apporte rien de le savoir, en fait. J'ai pas de Ouais. Il y a pas de plus-value derrière ça et je pense que c'est un peu ce qu'il faut chercher, quoi. À dire: «Ah, l'avis de ce gars-là, il est intéressant, soit parce qu'il a tel ou tel type de culture qui lui permet d'argumenter sur son avis, soit Mmh. parce qu'il a les mêmes goûts que moi et parce qu'on a la même façon de penser ou de voir le cinéma d'horreur, par exemple, ou la BD de super-héros», enfin voilà. Je pense que c'est un des gros trucs, se dire: «Qu'est-ce que je peux amener de plus qui n'a pas déjà été fait?» quoi. Ouais, créer son univers en fait, amener sa patte. Ouais, exactement, ouais. Ça marche. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu d'Omnibus, par, les amis de Panini Comics. C'est vrai que récemment, ils en ont sorti plusieurs et notamment, dédiés à l'horreur comme, bah, Tomb of Dracula justement. Pourquoi est-ce que tu crois que l'éditeur a choisi, ce qui semble être quand même une niche, surtout pour des formats, qui impliquent du coup des prix, assez costauds, quoi? Bah, du coup, ça marche un peu de pair dans le sens alors Panini sort beaucoup, beaucoup d'omnibus et ça, on leur reproche parfois un peu. Alors c'est parfois plus ou moins justifié aussi, voilà, c'est vrai que parfois des choix un peu étonnants dans leur collection, mais c'est pas nouveau, hein. La politique éditoriale de Panini a toujours été un peu, bizarre par moments. Je pense que pour le coup, l'omnibus se prête plutôt bien à ça, parce qu'effectivement, ça vise un public de niche vraiment minuscule, je pense, dans un domaine de niche qui vise déjà un public qui est pas énorme et que très clairement, il y a que les espèces de fans hardcore comme moi qui ont envie de lire des trucs chelous qui datent d'il y a 50 ans, qui sont prêts à mettre, 70 ou 80 balles dans un bouquin, qui compile les épisodes de Tomb of Dracula ou du zombie de chez Marvel. Enfin voilà, je pense que ça vise un public tellement restreint que pour le coup, l'omnibus est plutôt, un bon choix parce qu'en fait, le grand public s'en fiche un peu, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, c'est aussi valable avec n'importe quel autre type de BD ou n'importe quel autre type. On le voit de plus en plus en manga aussi, on voit des rééditions de mangas classiques, on va dire dans de très beaux formats, dans des formats assez luxueux, qui en fait visent un public passionné de manga, mais pas du tout le grand public, parce que le grand public, bah, il veut un peu les séries du moment, les trucs un peu à la mode, les choses qui sont adaptées sur Netflix, et c'est normal en fait, parce que bah, il y a toujours un effet de mode, hein. Moi quand j'étais gamin, à la mode c'était Dragon Ball, aujourd'hui ça va être, je sais pas, My Hero Academia, enfin voilà, c'est une logique constante hein, d'évolution. Donc je pense que le format omnibus, pour le coup, se prête plutôt bien à ça, parce qu'en fait, ça vise un public qui a envie d'aller lire des choses un peu atypiques, un peu anciennes, un peu patrimoniales, hein, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est très important. Et ça, pour Bien le coup, sûr. c'est vraiment bien. Ça permet aussi de conserver un peu le patrimoine de la BD, de le rendre accessible à tout le monde. Sauf que les gens qui cherchent ce côté patrimonial, bah, ils sont pas très nombreux et souvent ils sont prêts à mettre le prix dans les bouquins pour avoir de beaux bouquins plutôt que pour avoir ça dans des petits formats un peu fragiles ou un peu voilà un peu moches. Donc pour le coup, la politique de l'omnibus sur ces séries-là, elle est complètement logique, quoi. OK.
Et du coup, avec, voilà, il y a quand même une résurgence, de l'horreur. Tout à l'heure, tu en parlais, dans les comics. Là, on voit qu'il y a DC qui sort justement, des gros événements comme, DC versus Vampire. En tout cas, moi, je l'ai attaqué, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu les dernières prods d'ici, notamment Deceased aussi, que je n'ai pas lu du tout. Ouais, Ça, DC's aussi, ouais, sympa. Enfin, bah, après, ça reste des histoires de zombies, moi j'aime bien, mais ouais, ouais, ouais. Après, il y a une certaine logique un peu cyclique chez les éditeurs de comics. Donc voilà, il y a des thématiques qui reviennent de temps en temps. On a eu Marvel Zombies, là on a les vampires chez DC, ainsi de c'est suite. Enfin ça. voilà, Mmh, c'est des trucs un peu, enfin malheureusement et en même temps de façon tout à fait logique, commerciale, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a un peu des modes qui vont, qui viennent, et puis bah ils attrapent des trucs au passage. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après, il y a une vraie logique chez DC Comics avec le Black Label, dans le sens où ils visent un public plus adulte, un peu dans la suite logique de ce qu'ils faisaient avec Vertigo dans les années 90 et 2000. Notamment, un auteur qui a eu un certain écho en France avec son travail, notamment en étant sélectionné au Festival d'Angoulême, c'est James Tynion The Force, avec, mmh. alors pas avec, avec cette série-là, mais avec sa série The Nice House on the Lake, qui est vraiment pour le coup un thriller horrifique, qui là parlera à n'importe quel lecteur de BD en fait. On quitte vraiment le domaine des super-héros, le domaine du comics, comme on peut l'entendre au sens un peu générique du terme. On est sur de la bande dessinée horrifique, voilà, peu importe le format. Et d'ailleurs Urban le distribue en France dans un très grand format qui est le format Urban, qui pour le coup a des dimensions d'un album de BD plus classique. Mmh. Il y a effectivement ce retour de l'horreur un petit peu dans la BD américaine, et aussi en France d'ailleurs, puisqu'on a des éditeurs en France comme le label 619 qui produit de la BD horrifique avec Mmh. Doggy Bags, puis maintenant avec Le Reader. Lowrider, exactement, j'étais en train de chercher le nom, bravo. Et voilà, on a cette culture-là de l'horreur qui revient, mais en fait, enfin, qui n'a jamais vraiment disparu, mais qui revient aussi peut-être parce qu'elle est faite aujourd'hui par des gens bah, qui, comme moi, ont grandi devant les grandes sagas d'horreur des années 80-90, et donc qui aujourd'hui se réinspirent de ça, en essayant de le mettre un petit peu à jour et puis de le rendre un peu plus moderne et de sortir un peu des clichés du genre qui sont largement usés depuis quelques années, quoi. Donc il y a cette dynamique-là, ouais, qui est assez intéressante à voir, même si tout ce qui sort n'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est plutôt intéressant. Non, mais tu des petites choses sympas comme, moi j'ai juste lu le 1er donc Basket Full of Heads, Mmh. qui était assez cool, mais effectivement ça tu le mets en version film, c'est une série B un peu sympa. Moi ça me fait penser un peu à, je sais pas, Reanimator par exemple, dans l'idée, tu vois? Ouais, ouais, il y a complètement ces influences-là dans tout ça, hein, et il y a aussi effectivement derrière, de plus en plus aujourd'hui dans la BD américaine, notamment depuis le succès de séries comme Walking Dead par exemple, Mmh, l'idée que les histoires sont construites pour être facilement adaptables, soit en série, soit en film. Mais on sait qu'aujourd'hui, Netflix, Paramount, Amazon Prime sont en quête aussi de matériaux à adapter. bien sûr. On l'a vu, hein, sur Netflix, le nombre d'adaptations de comics, elle commence à être assez conséquente. Donc Mmh. forcément, les auteurs se basent aussi là-dessus, hein. Ils vont construire leurs histoires pour qu'elles puissent être adaptées de façon assez simplifiée, en tout cas en série ou en film. Et ils se lancent pas forcément dans des séries fleuves en 350 numéros, mais plutôt sur des choses assez restreintes en 6 ou 12 numéros pour en faire des adaptations facilement si besoin, quoi. Ouais, bah, d'ailleurs, on parlait de James Tynion, IV. Pour le coup, Something is Killing the Children, je sais pas si tu savais, mais il devrait, être adapté là. Tout à fait, oui, oui. Ça fait déjà quelques temps que c'est dans les tuyaux. Je sais pas s'il y a une date de sortie qui a été balancée, mais je sais que c'était dans les, et pour le coup, bah, c'est tout à fait un truc écrit pour être adapté en série télé, quoi. Je veux dire, le format est complètement construit comme ça, quoi. Alors moi, je les ai lus il y a très peu de temps. J'avais chopé, à l'époque l'offre, Urban à 10 €, tu sais, tu avais le tome 1 et 2. Mmh. Écoute, j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais à un truc un peu, bon, voilà, il y a des monstres dans une ville, il y a une petite blondinette, qui se ramène pour tuer des monstres. Ça me rappelait, un petit peu quelque chose, pour ceux qui ont connu, l'époque bénie de Buffy contre les vampires. Mais ouais, effectivement, je me suis dit: «Bon, on va tomber dans un truc un peu comme ça» et en fait, je trouve que c'est quand même bien écrit, Tout assez à fait. adulte. Il y a des thématiques, qui sont beaucoup, beaucoup plus, profondes que juste du truc où, voilà, c'est une jeune, adolescente quelque part qui vient pour tuer des monstres dans une ville et non, non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Ouais, beh, je pense qu'il y a cette volonté-là aussi justement dans l'horreur actuelle, si tu veux, justement de reprendre les codes qu'on connaît tous, parce qu'on les a tous vus, Bien sûr. voilà, à la télé ou au ciné, et puis quand même d'amener quelque chose d'un peu plus souvent social, d'un peu plus, profond, on va dire, voilà, un petit message de fond qui vaut ce qui vaut parfois. C'est pas forcément toujours des choses extrêmement profondes, mais ouais, d'avoir un plus, quoi, de pas se contenter de garder cet éternel code, du slasher ou des choses comme ça qu'on a quand même plus qu'usé aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair.
Et dans le même temps, tu as, des gens comme James Gunn justement, qui orientent tout ce qui est, le nouvel univers ciné de Warner DC, vers l'horrifique. Là, le nouvel arc qu'il ouvre, ça s'appelle, Gods and Monsters, donc Dieux et monstres. Dans le même temps, il y a Marvel qui sort de plus en plus de héros horrifiques et notamment, alors si un jour il arrive ce film, Blade, et puis, là on a eu, Werewolf by Night à Halloween, dernier. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce revirement actuel? Parce qu'on a l'impression que, les sagas super-héroïques, ça s'essouffle un petit peu. Les derniers scores sur des Ant-Man ou sur des Shazam, c'est pas ça, hein. Clairement, c'est leur, pire score, je crois, en termes de box-office depuis le début de leur univers à l'un comme à l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ce revirement du coup vers l'horrifique un petit peu, que ce soit au niveau des films ou des séries, pour ces 2 gros, mastodontes que sont, Marvel et DC? Alors en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ça, mais on voit que finalement, les adaptations de comics sont en train de suivre le même chemin que les comics avec 70 ans de décalage. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment un âge d'or là du super-héros depuis maintenant quasiment 20 ans, parce qu'on va dire que depuis les X-Men et Spider-Man en l'an Mmh. 2000, tu vois, il y a quand même eu un âge d'or assez balèze de tout ça, qui a suivi une chronologie assez proche en fait de ce qui s'est passé sur le papier. C'est-à-dire qu'au début, on a eu des équipes de super-héros quand même très classiques, etc. Puis plus ça a été, on a eu des héroïnes comme Captain Marvel, comme Black Panther, enfin voilà, qui en fait sont arrivés assez tard dans ces univers-là au cinéma, un peu comme en BD où il a fallu beaucoup de temps pour que les personnages afro-américains ou les femmes puissent trouver leur place aussi dans les publications. Donc en fait, de ce point de vue-là, le cinéma n'a pas révolutionné grand-chose puisqu'il s'est contenté de suivre gentiment la chronologie de la BD. Et en fait, le marché est en train de prendre un peu la même tournure, c'est-à-dire que les gens sont en train de se lasser des super-héros et je pense qu'il va falloir trouver, alors encore une fois, c'est cyclique, hein, moi je suis pas du tout en mode: «Ah ça va disparaître, ça reviendra jamais». Non, c'est cyclique, ça fait 20 ans qu'on bouffe des films de super-héros. Effectivement, il y a un moment, on a un peu tout vu, tout a été fait. Il y a aussi beaucoup de facilités qui ont été prises et des trucs qui sont quand même, un peu éclatés à certains niveaux. Donc je pense que là, ils vont arriver à un stade où ils vont se dire: «Bon, il va falloir qu'on aille chercher des idées soit ailleurs, soit dans nos publications d'un style un peu différent». Donc effectivement, la piste de l'horrifique, parce que bon, on est quand même sur de l'horrifique, made in Disney, il faut pas s'attendre à des choses, extrêmement gore, extrêmement brutales, est une des pistes qu'ils vont sûrement explorer. Comme ils vont sûrement continuer à explorer la piste un peu mystique qui marche un peu de pair avec Doctor Strange et des choses comme ça, ou je sais pas, voilà, je sais pas vers quoi ils vont s'en aller. Parce que l'univers Marvel, par exemple, est très très vaste et donc il y a une quantité infinie de choses qui peuvent être tentées. Idem chez DC Comics, même s'il y a eu un peu moins de choses de fait, donc ils ont un peu plus de trucs, à mon avis, en réserve, s'ils veulent s'en servir. Mais ouais, c'est peut-être une évolution logique, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est un peu comme la période des westerns, hein. Pendant 30 ans, le western a dominé le cinéma, ou en tout Mmh. cas a été un genre majeur du cinéma. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de westerns, mais ceux qui sortent sont généralement très bons. C'est juste que c'est un petit peu des films isolés dans leur style. Peut-être qu'on verra un peu la même chose avec les super-héros, peut-être un gros ralentissement, un genre peut-être à mi-chemin entre le super-héros et l'horreur, je sais pas qui pourrait prendre le pas, et puis peut-être que dans quelques années, on aura un vrai gros blockbuster de super-héros de temps en temps, et ça sera très bien comme ça. Moi, je suis pas du tout, je suis ni un fan inconditionnel des adaptations, ni un anti-adaptation vénère. Enfin voilà, il y a des bons films, il y a des mauvais films, il y a des bonnes adaptations, il y a des mauvaises adaptations, il y a des adaptations qui respectent pas du tout le matériel d'origine et qui sont très très bien. Il y a des adaptations qui sont hyper fidèles et qui sont complètement nulles. Il y a pas de règle en fait. Donc voilà, j'attends et je vois au cas par cas si c'est bien ou pas bien, quoi. Ouais, c'est vrai que, alors moi je suis assez content que James Gunn ait récupéré, les rênes, à ce niveau-là chez DC, Warner. Parce que, j'ai l'impression qu'ils ont, pour idée de plus laisser la place aux réalisateurs, aux créateurs, d'amener une vision, comme on l'avait avec Joker, comme on l'avait avec Batman, Mmh. avec The Batman en l'occurrence. Et ça, je trouve que ça apporte justement une qualité et une fraîcheur qu'on n'a plus chez Marvel où là, enfin, à mon niveau en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment du copier-coller, quoi. Ils se cassent pas la tête, et ils répètent exactement la même recette, la même Mmh. formule en permanence. Voilà, je pense que les gens en ont un peu marre. Bah, le MCU est un peu devenu une gigantesque série télé en fait, hein. C'est un peu ça le problème, où ça Ouais. devient aussi compliqué, même pour les gens qui regardent uniquement les films, de rentrer finalement. Puisqu'aujourd'hui, si tu vas voir, je sais pas, là il y a les Gardiens de la Galaxie 3 qui sortent là bientôt. Mmh. Si tu vas voir ça, en fait, et que tu as vu aucun autre film Marvel, enfin,
comment tu appréhendes l'univers, tu vois? Il y a forcément plein de trucs qui vont te manquer, donc ça devient aussi compliqué que de commencer les comics, voire peut-être même plus compliqué par moment. Donc il y a forcément cette carte-là, qui commence à jouer et puis chez DC, il y a toujours eu cette politique-là de l'auteur, d'abord évidemment avec Zack Snyder et son Snyderverse qui a fait couler tant d'encre, jusqu'à la Snyder Cut et puis effectivement, quoi, il le montrait avec The Batman, avec Joker. Alors ça reste du coup des films un peu one shot, même si derrière ils essayent de faire des suites, de développer un peu les univers, on verra ce que ça donnera. Mmh. Mais finalement, oui, il y a un seul The Batman pour, 5 films, dans le MCU, mais sûrement que dans 10 ans, on prendra plus de plaisir à revoir The Batman qu'à revoir, Shang-Chi ou, Spider-Man, No Way Home, tu vois? C'est fort probable. Mmh. Donc c'est des politiques différentes, c'est intéressant en fait, parce que je vois pas pourquoi il y aurait un modèle à suivre ou la politique du MCU, elle s'entend aussi, hein, voilà, je veux dire, ils ont une grosse machine commerciale, ils ont des centaines de licences, qu'ils peuvent développer à l'infini, faire des produits dérivés en veux-tu en voilà. Ils auraient tort de se priver tant que les gens sont au rendez-vous. Effectivement, là, le rendez-vous commence à être un peu manqué pour une partie du public. Peut-être qu'ils vont aussi savoir rebondir et changer d'angle d'attaque pour les prochaines phases, pour les phases 24, 25 et 27 du MCU. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Alors, sans transition, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience en tant que membre du comité de sélection du festival de la bande dessinée d'Angoulême? J'imagine que tu as été assez, honoré, d'être contacté pour ça? Alors, Dieu seul sait comment j'ai atterri là-dedans. Je peux vous raconter l'histoire complète, hein, il y a pas de secret. Je reçois un jour un mail qui me Ouais. propose de faire partie d'un comité de sélection, en l'occurrence le comité de sélection série, puisqu'il y a plusieurs comités de sélection, il y a Patrimoine, et cetera. Mmh mh. Comité de sélection série du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Évidemment, je dis oui, hein, voilà, puisque c'est quand même difficile de refuser cette proposition-là. Et du coup, comment ça se passe? Il faut lire beaucoup de livres, puisque en gros, on va dire entre mai et octobre, je pense que j'ai dû lire à peu près, 300 ou 400 BD, à peu près, Ouf, donc la ça vache. commence à être pas mal, Ah, voilà. c'est clair. Donc il y a vraiment de tout genre confondu, hein. Il y a du manga, il y a très peu de comics parce que les éditeurs de comics sont pas trop chauds en général à participer au festival d'Angoulême. Je pense qu'ils en ont une vision un peu en mode: «Bon, on est exclus», ce qui est complètement faux malheureusement, mais il y a beaucoup, beaucoup de mangas parce que les éditeurs de mangas sont très, très, très prolifiques Mmh. et ils ont des catalogues, assez mastoc. C'est pas le même marché non plus, hein, évidemment et donc ensuite on est en gros entre 7 et 8 personnes à se réunir 3 ou 4 fois et on fait le point sur nos lectures. Avec un petit tableur qui va bien, on donne notre avis sur ces lectures, on note ces lectures Mmh mh. et les lectures qui font l'unanimité. Alors il faut savoir qu'évidemment, à 7 ou 8, tu as rarement des bouquins qui font l'unanimité pour tout le monde. Donc il y a aussi un débat qui est extrêmement intéressant dans le sens où chacun défend ses points de vue, mais il faut arriver parfois à des consensus qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Moi le premier, hein, il y a des titres que j'aurais adoré voir partir en sélection qui n'y sont pas partis, Mmh mais mh. voilà, qui me tenaient à cœur. Et donc voilà, suite à ces débats, eh ben, on choisit en gros 10 titres qui partent en sélection pour le titre de la meilleure série. Et ensuite, on a un jury qui, lui, est composé d'autres personnes, qui va lire ces 10 titres et qui va donner son avis sur les 10 titres. Voilà, jusqu'à choisir la meilleure série de la sélection. OK. Voilà, grosso modo comment ça se passe. Ouais. Donc moi j'ai fait ça 2 ans de suite, Mmh mh. c'est une expérience qui est vraiment, vraiment enrichissante et intéressante. Ça m'a permis de découvrir plein de trucs. Il y a des mangas que j'ai découverts, que du coup je continue à suivre aujourd'hui parce que j'ai grave kiffé, tu vois? Mmh mh. Donc c'est toujours possible aussi de découvrir des choses même quand on lit déjà beaucoup de BD. Et ouais, vraiment, expérience super enrichissante et super intéressante, quoi et ça permet, bah, effectivement de se confronter aussi à l'avis de gens qui ne sont pas du tout dans le même univers que toi. Moi, il y avait des comics que je trouvais absolument incroyables où je me disais: «Mais ça mérite de gagner» et en fait, bon, bah, pas du tout. Voilà, c'est-à-dire qu'aux yeux des autres, c'était complètement nul. D'accord. Donc c'est enfin complètement nul, évidemment d'après leur goût, hein, c'est pas un avis, Ah bah, c'est affirmé, définitif, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. voilà, c'est pas du tout la vérité absolue, mais voilà, moi je trouvais qu'il y avait des choses formidables et on m'a dit: «Ouais, bof, c'est pas top». Voilà, c'est des fois ça te casse un peu dans ton élan, mais Ouais. c'est intéressant aussi de voir que voilà, il faut je pense que ça c'est important, on est, surtout aujourd'hui sur internet, on est un peu tous dans des bulles de filtres. On est tous un peu bloqués dans des trucs, on est entouré de gens qui sont tous d'accord avec nous. Ça, c'est intéressant aussi, notamment sur l'art en général, que ce soit la musique, la BD, la peinture, tout ce que tu voudras, d'aller se confronter à des avis qui sont pas les tiens. Bien sûr. Et même si t'es pas d'accord, d'être capable de les écouter et de dire ah ok, le point de vue des gens sur tel film ou tel BD, c'est celui-là, c'est pas le mien. Moi, je vais pas changer d'avis pour autant. Les BD que je trouvais géniales, je les trouve toujours géniales. Mais c'est intéressant d'avoir cet aspect-là aussi voilà,
d'avis complètement opposés au tien, et quand ils sont un minimum argumentés, évidemment. Si tu me dis juste ah, ce film-là, c'est de la merde, bon, on va pas avoir beaucoup d'échanges. Mais si je te dis que j'adore un film et que tu es capable de m'expliquer pourquoi en fait toi tu l'aimes pas, bah ça je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est une chouette occasion de confronter des points de vue et tout, donc très bonne expérience. Et puis c'est aussi l'occasion de développer un peu son esprit, critique. C'est-à-dire que, OK, t'aimes pas quelque chose, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce que peut-être tu pourrais sauver? Parce que c'est rare quand même que tu sur un projet, un film, une série ou quoi, OK, tu quand même tout acheté aux chiottes. Et c'est ce que moi je trouve très intéressant effectivement, c'est que des fois tu es là, tu discutes de quelque chose que forcément tu auras peut-être aimé ou pas aimé avec quelqu'un et puis en fait il va t'amener un angle, voilà, un petit peu différent. Il va t'amener des points sur lesquels tu n'aurais pas forcément, toi, percuté, la première fois que tu as lu ou que tu as regardé le truc. Complètement. Puis aussi, moi, tu vois, en tant que gros lecteur de comics, je lis un petit peu de manga, mais quand même beaucoup moins. Je lis très très peu de franco-belge. Bah, ça m'a forcé aussi, tu vois, à m'ouvrir en termes de lecture, à aller lire du franco-belge, mais du coup, à rattraper aussi une forme de culture franco-belge que j'avais peut-être pas toujours, Mmh. par rapport à certains artistes, par rapport à certains auteurs, par rapport à certains univers que je connaissais peu ou pas beaucoup. Et du coup, si tu veux juger un bouquin, il faut aussi être capable d'assimiler un peu tout ça pour être capable de critiquer plus globalement et pas juste se contenter de lire un tome et de dire ah, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, mais aussi comprendre un peu les intentions derrière, est-ce que les gens qui sont derrière ont fait tout ça. Enfin, c'est assez intéressant à creuser. Donc ça m'a poussé à m'intéresser à plein de choses et je pense que c'est un chouette exercice. Voilà. C'est un bon exercice pour moi en tant que lecteur de BD, si tu veux, pour progresser ouais, dans mon esprit critique. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est encore une histoire d'ouverture d'esprit. Alors ouverture d'esprit, pour certains, ça ne veut pas dire fracture du crâne. Je tiens à le dire quand même parce qu'il y en a certains qui sont pas tout à fait au courant, mais l'ouverture d'esprit, voilà, c'est pas forcément ça. Alors du coup, cette participation, au festival de la BD, d'Angoulême, ça t'a aussi donné l'occasion d'interviewer, James Tynion, Fort. On en parlait tout à l'heure. Déjà, comment ça s'est passé, cette interview? Alors, comment ça s'est passé? Il se trouve qu'il avait donc son titre The Department of Truth qui était en sélection officielle, puisqu'il avait été sélectionné notamment par le comité série. Et donc, à partir de là, on m'a proposé de faire une animation avec lui, donc de présenter un peu son travail, de présenter le titre, de présenter bah, voilà, la carrière un peu, puis les projets de l'auteur. Mmh. Donc ça s'est passé avec l'organisation du festival et avec Urban Comics. Et donc effectivement, on a fait un petit panel, en gros, hein, où on a pu échanger un peu avec le public, aussi poser quelques questions, présenter bah, ses travaux, bah, notamment Something is Killing the Children, The Nice House on the Lake, etc. Mmh. Son travail sur Batman aussi quand même, parce que le mec travaille sur Batman, excusez du peu. Et puis ouais, c'était une très chouette expérience. Un gars vraiment adorable, quelqu'un d'extrêmement. Tu sens la personne vraiment très posée, très calme, très respectueuse, très ouverte, notamment à la discussion. Enfin ça fait plaisir aussi de voir que voilà, c'est pas des gens du tout qui ont une grosse tête de rockstar. Enfin c'est pas du tout la mentalité du personnage. Ça tu le sens très très bien au premier abord. Mmh. Donc vraiment très chouette expérience. Moi, pendant très longtemps, je me suis interdit, notamment à l'époque où je bossais avec des potes chez lescomics.fr. On a fait pas mal de salons, on a fait voilà, des événements à droite à gauche et il y avait souvent des interviews d'artistes. Et moi, je m'interdisais de faire ça parce que je me trouve très très mauvais dans l'exercice. Je ne suis absolument pas à l'aise quand j'interviewe des gens, peut-être parce que par nature, j'aime pas être intrusif, tu vois. Donc je me dis, si je pose des questions aux gens, est-ce qu'ils vont pas mal le prendre? J'ai un peu ce truc-là. Et du coup, je me suis longtemps interdit cet exercice-là. Et effectivement, j'ai plutôt kiffé faire ça. Alors évidemment, ça a été préparé. Voilà, j'avais bien préparé mes questions, j'avais bien tout cadré parce que je voulais pas faire un faux pas, tu vois, et poser une question de merde ou un truc pas intéressant et que le gars se dise, mais pourquoi il me demande ça? On s'en fout complètement. C'est qui Story ça? Non mais voilà quoi, genre, j'allais pas lui demander la couleur de sa voiture ou ce qu'il préférait manger le matin, tu vois? J'avais quand même des vraies Ouais. questions sur son travail Mmh. et en même temps que ça reste quand même accessible pour le public qui le connaissait peut-être pas forcément. Enfin, il y a quand même un juste milieu avec tout ça. Et non, ouais, c'était vraiment très, très chouette. Donc pourquoi pas, exercice à refaire à l'occasion, quoi. Et justement, vu que ça t'a apparemment donné, d'en entreprendre, un peu plus, a priori. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier, projet en date? Effectivement, oui, ça m'a peut-être un peu inspiré pour le format que j'ai lancé récemment qui s'appelle Signal Loser, donc qui est un podcast que j'héberge sur Substack et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et compagnie, où je vais m'entretenir avec des gens de tous bords et de toutes influences, on peut dire. Alors, peut-être principalement liés à la pop culture, à la culture geek, à la culture cinéma, à la culture BD, etc. Mais je ne m'interdis pas de recevoir des gens
la phrase d'intro de l'émission que j'ai eu du mal à trouver parce que j'avais vraiment aucune inspiration, parce que je suis un peu une merde parfois. C'est c'était en gros que j'invitais des gens que j'aime bien pour parler avec eux de trucs que j'aime bien. Voilà, c'est quand même assez large comme concept. Tout à fait. Et je pense que c'est un bon résumé, c'est-à-dire que voilà, j'ai déjà quelques épisodes qui sont calés. Alors le premier épisode que j'ai enregistré, c'était avec Marcus. Marcus, notamment animateur sur Game One, créateur de Level One, etc. Ouais. Que j'ai la chance de connaître depuis quelques années, parce que je le connais depuis qu'on a fait Arrête mon geek va tirer avec mon frère. Donc voilà, on avait déjà échangé sur le sujet quand on s'est croisés il y a quelques temps, et il était totalement partant pour participer. Et moi, ça me faisait grave plaisir que ce gars-là, qui a influencé absolument tout mon parcours depuis que je suis gamin, soit le parrain un peu Bien de sûr. premier invité de l'émission, tu vois. Il y a déjà des invités qui sont bookés. J'ai une longue liste d'invités. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à avoir tout le monde. Il y a des gens que je connais déjà, ça va être facile d'enregistrer avec eux. Il y a des gens que je connais pas du tout. Ça va peut-être être difficile d'avoir un contact et puis de boucler ça. Mais ouais, c'est un format dans lequel j'ai bien l'intention de m'amuser, en fait. Voilà, un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Enfin, j'ai pas d'autre objectif que ça. Donc, bah, j'invite des gens que j'aime bien. On parle de BD, de ciné, de trucs qui me font marrer, de trucs qu'eux, ils font de leur côté, de leur projet, tout ça. Et c'est pas mal, quoi. Voilà. Bah, effectivement, moi je confirme, hein, j'invite les auditeurs à aller écouter ton premier épisode là avec Marcus. Moi, Marcus, je le connaissais notamment par Game One, et l'image que j'en avais, c'était effectivement ce côté. Ouais, voilà, il se déguisait avec des trucs un peu pourris, avec voilà, des 3 morceaux de carton, tu vois, des costumes un peu pétés. Et il était toujours en train de se marrer, en train de déconner. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai trouvé l'interview super intéressante. Je savais même pas qu'il avait fait du comics. Donc, tu vois, voilà, c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressante. Et puis son parcours, enfin, moi en tout cas, je trouve. Moi, j'ai pas mal de biographies. Je suis un gros lecteur de biographies, notamment, parce que je trouve que les parcours des gens, en tout cas, moi, personnellement, ça m'inspire, et je trouve ça toujours assez intéressant de voir un peu les coups du destin, les pistes, un peu les signes, tu vois, que les gens ont vus sur leur parcours. Donc, c'est vrai que c'était vraiment Bah intéressant écoute, pour je le te coup. rejoins parce que je suis moi aussi un gros lecteur de biographies ou de documentaires, etc. Enfin, même quand je connais pas du tout les artistes, et parfois des artistes, voilà, qui m'intéressent qu'à moitié, je trouve ça très intéressant des fois de découvrir un peu le parcours des gens. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là dans le sens où je prépare un peu les émissions quand même. J'ai pas l'air comme ça, mais Ça s'entend, ça s'entend. Ça coule bien, en tout cas. et du coup, ça me force un peu justement à moi, de mon côté, avant, à revoir un peu le parcours des invités, à voir aussi ce que je peux en tirer comme échange, tu vois? Parce que bon, juste revenir sur: «Ah bah, tu né, en telle année à tel endroit», bon, OK, super, tu vois? Il y a pas vraiment de finalité. Donc voir un peu, bah, voilà, par exemple, dans le cas de Marcus, bah, creuser un peu sa carrière de journaliste, les petits trucs un peu marrants qu'il y avait par rapport à ça, le fait qu'il avait quitté Game One après un désaccord avec la prod et tout. Enfin, c'était assez intéressant de creuser Mhm. tout ça avec lui, puis d'en parler très ouvertement aussi. Ça, c'est bien d'avoir des gens voilà, qui, entre guillemets, n'ont pas de filtre, alors pas dans le mauvais sens du terme, mais qui vont parler ouvertement de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils n'ont pas aimé. Ouais, qui joue le jeu. C'est Ouais, voilà, c'est vraiment le but, sans tomber, voilà, je vais pas jouer à Thierry Ardisson, et le but c'est pas du tout d'attaquer les gens, De le voilà, mettre en de mettre difficulté. les gens mal à Mm. l'aise, absolument pas. Mais par contre, bah, voilà, d'échanger avec eux vraiment, sans langue de bois et de façon tout à fait détendue, c'est assez chouette, ouais, comme exercice. Et alors, du coup, les invités, tu les choisis comme ça, en fait. C'est au feeling, c'est des gens voilà, avec qui tu as Je envie lance d'échanger, un en fait. dé et et ça tombe au hasard. Ouais, bah, en fait, j'essaie vraiment là, tu vois, dans les prochains invités que j'ai sélectionnés, parce que je contacte les gens un peu aussi au fur et à mesure, à la fois pour pouvoir tourner quelques épisodes d'avance et en même temps pour ne pas prendre des rendez-vous pour dans 6 mois, parce que ça n'a pas de sens. Mm. Parce qu'évidemment, ça se fait aussi en fonction de mes dispos et des dispos des gens que j'invite. J'essaie aussi qu'il y ait une variété de gens, c'est-à-dire là, j'ai eu Marcus, bon, voilà, qui est un peu, quand même une figure du jeu vidéo et puis de la presse jeux vidéo et tout ça. Puis Mhm. vraiment un modèle, je pense, pour plein de créateurs comme moi qui font leur truc dans leur coin depuis quelques années. À côté de ça, j'essaie d'avoir des gens qui parlent de ciné, des gens qui parlent de culture un peu artistique, sous d'autres angles. Voilà, je vais pas donner trop de spoilers. Quoique je peux spoiler, dans les prochains invités sur la liste, il y a Alt236, qui pour moi est quand même l'un des Yes. créateurs les plus, tu vois, high level, de l'internet, parce que le mec produit quand même des choses absolument dingues. Il y a Il est sur ma liste Ah aussi voilà, bah, d'invités. Je l'ai pas encore contacté, mais ouais, ça tu vois, m'intéresse. on fera la course pour savoir qui l'a en premier. Mais Ouf. par exemple, j'ai Demoiselle d'horreur, Judith de Demoiselle d'horreur, qui est une chaîne qui parle justement de cinéma d'horreur, ça tombe bien, Tout à fait. et qui fait un travail hyper intéressant et que je trouve vraiment essentiel même, tu vois, parce que c'est un truc qui pour moi, enfin, je pense aussi que c'est important de montrer, qu'on soit d'accord ou pas avec le fond peut-être ou avec la forme, mais de montrer qu'il y a des gens qui creusent des sujets vraiment particuliers, qui parlent à des publics particuliers, mais qui font aussi partie de tout ce qui existe, tu vois. Enfin, je veux dire, le monde, il existe dans une diversité, d'ailleurs, même si on est hyper ouvert d'esprit, on n'arrivera jamais à assimiler entièrement. Et je trouve ça intéressant d'avoir des gens Mm. qui traitent de sujets vraiment particuliers, comme ça, quoi. Enfin, là,
place des femmes dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma fantastique et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment un sujet essentiel qui mérite d'être mis en avant et c'est quelqu'un avec qui ça va être intéressant d'échanger, je pense. Et puis Bien voilà, sûr. après j'ai des potes comme Punky évidemment qui seront invités, Punky qui parle de jeux vidéo et tout. Mais bon là, Punky c'est facile, on se connaît depuis des années, je lui envoie un message et le jour même on enregistre un épisode, tu vois, voilà. Donc, donc Ouais. ça c'est un peu des fonctionnements comme ça aussi un peu plus cool. Mais c'est pas le même défi, tu vois. Il y a aussi un défi à recevoir des gens que tu connais moins, avec qui tu as moins d'échanges perso et moins réguliers. Ça permet de creuser un peu et puis de se lancer un peu un défi à soi-même. Enfin, moi, il y a un peu cette forme-là. Alors, je dis pas que ça équivaut à gravir l'Everest, hein, mais il y a le côté un peu, bon, bah, je sors un peu de ma zone de confort et puis je vois un peu si je suis capable de gérer une interview avec quelqu'un que je connais pas, quoi. Ouais, bien sûr, bah, c'est un exercice, ça c'est comme tout, hein, quand tu as jamais pratiqué quelque chose, il faut que tu en fasses et puis ça te donne des nouveaux skills derrière, c'est cool. J'espère. Alors du coup, quelles sont tes ambitions, pour l'avenir? Que ce soit pour ce podcast ou pour d'autres choses, hein? Alors, excepté gagner au loto, qui est quand même ma plus grosse ambition dans la Et vie, je te comprends complètement. je sais j'ai pas d'ambition, tu vois? Parce que encore une fois, comme je dis, je fais mon truc dans mon coin depuis des années. Ça fait, plus de 15 ans. Enfin, j'ai fait partie de la génération Skyblog. J'avais un Skyblog où je parlais de musique. J'ai eu Ouh un là! MySpace. Bienvenue les vieux. Bienvenue chez Donc, les vieux, exactement. donc tu vois, moi, j'ai vraiment toujours eu cette culture de partager les trucs qui me plaisaient, Mmh mh. parfois avec presque personne. Enfin voilà, quelques centaines de lecteurs. Là aujourd'hui sur Substack, j'ai parfois quelques milliers de lecteurs et je trouve ça déjà dingue. Donc je sais pas s'il y a une ambition réelle parce que j'ai jamais eu l'idée, je me suis jamais dit: «Ah, je vais en vivre» ou quoi. Enfin, vraiment, très, très peu de chances que ça arrive et en même temps, j'ai jamais cherché non plus, tu vois? J'ai jamais été, gratté à toutes les portes, même de pas c'est pas foncièrement négatif comme expression, mais je veux dire, j'ai pas été démarché, tu vois? En disant: «Ah, je veux absolument essayer de faire ça ou ça comme métier». En fait, j'ai toujours fait ça dans mon coin et c'était ma petite activité, sur mon temps libre et ça me plaît bien, quoi. Donc des ambitions, ouais, continuer à faire ce qui me plaît, en fait. Ça paraît très, très con, c'est un peu un truc, de bisounours de dire ça, c'est pas trop mon genre en plus, mais continuer à faire ce qui me plaît, quoi, voilà. Je veux dire, si j'ai envie de faire ce podcast avec des invités pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, je le fais. Mmh. Si j'en fais 5 et que je trouve qu'en fait, bof, je m'ennuie un peu en le faisant, j'arrêterai de le faire et je ferai peut-être autre chose. Ça se trouve dans 10 ans, je serai devenu champion du monde de pêche à la mouche, tu vois? On sait pas ce qui peut se passer, quoi. Et tout à fait. C'est la beauté des choses quelque part. Peut-être. Bon, en tout cas, je surveillerai les concours de pêche à la mouche du coup. On sait Heu, jamais. est-ce que pour nos auditeurs, tu aurais peut-être des comics à conseiller pour les fans d'horreur? Alors, j'ai la liste est longue, si tu veux vraiment de l'horreur très classique, type EC Comics des années 50, il y a Akileos, qui est un éditeur qui a un catalogue extraordinaire aussi en France, dont on parle pas assez souvent, qui a Mmh ressorti mh. toutes les intégrales, de chez EC Comics, donc notamment, Les Contes de la Crypte et cetera. Voilà, donc de très, très beaux bouquins, vraiment des bouquins magnifiques qui là encore s'adressent plutôt à des collectionneurs, mais en même temps, c'est un public encore de niche, hein. Il faut vouloir aller creuser l'histoire de la BD des années, 50, 60 et cetera. Ouais, mais après je pense que si tu as envie de comprendre aussi, tu vois les inspirations notamment des gros fans de tout ça, ça va être, là les premiers qui me viennent c'est King, Stephen King ou comment, George Romero, enfin tous les réalisateurs en fait de cette génération-là notamment, Tout à fait. les auteurs, c'est des gens qui étaient complètement abreuvés, par ça donc Tout à fait, tout à fait. Puis il y a une iconographie, qui est très reconnaissable dans ces comics-là, qui va effectivement influencer tout le cinéma. Alors le cinéma américain, mais aussi le cinéma italien, hein, le giallo, les films de genre italiens un peu, voilà, le cinéma un peu d'exploitation d'horreur des années ensuite, 60, 70, 80, c'est vraiment ouais, une iconographie là-dedans qui est hyper marquante. Et puis il y a un vrai fond politique aussi chez EC Comics, parce qu'il y a cette volonté dans les années 50 un peu de bousculer, l'Amérique puritaine, le modèle de la famille bien installée et cetera. Les mecs avaient un peu ce côté quand même provocateur et un petit fond social et politique qu'on redécouvre aujourd'hui. En fait, à l'époque, c'est complètement passé inaperçu pour plein de gens, mais en le relisant aujourd'hui, on se dit ah ouais, les mecs voulaient quand même un peu déranger le bourgeois, dirons-nous. Il y avait un peu cette, mmh. il y avait un peu cette logique-là chez eux. Après, dans les trucs plus modernes, bah, alors j'ai cité le Swamp Thing d'Alan Moore dans les années 80. Il y a tout le travail de Richard Corben aussi chez Delirium. Delirium, un très beau Ouais, catalogue, encore une fois, avec toutes les prods de Richard Corben. Alors, il y a Grave notamment, il y a ce qu'il a fait sur Eerie et Creepy chez Warren. Bref, mmh. plein de trucs à découvrir. Chez Marvel, j'ai pensé à Immortal Hulk.
qui est une série un peu horrifique, qui du coup voilà se tourne un peu vers l'horreur tout en restant du super-héros parce que c'est Hulk et parce que c'est Marvel, mais Immortal Hulk c'est plutôt cool. On a parlé du travail de James Tynion Ford, et puis en France, bah, on disait Doggy Bags et puis Law Reader, voilà, c'est Label 619 qui font de très très beaux bouquins aussi avec Rue de Sèvres derrière eux, et c'est des trucs à découvrir, quoi. Enfin, il y a énormément de choses à lire. Alors, c'est pas toujours de l'horreur au sens premier du terme. Voilà, faut pas s'attendre forcément à des choses gore, etc. Mais la BD a aussi cet intérêt-là d'amener parfois des ambiances visuelles, hein. C'est le principe de la BD. Il y a des dessins. Et du coup, il y a ce côté-là aussi graphique qui, au-delà du choc et au-delà de la provoque un peu visuelle, peut t'emmener voyager un peu à travers des trucs, des univers un peu what the fuck et tout. Donc, c'est assez chouette, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors dans un autre genre, hein, toujours avec des images, mais qui vont bouger un petit peu celles-ci. Est-ce que tu aurais un film ou une série qui t'a mis une claque un peu dernièrement? Quelque chose qui t'est marqué? Alors, j'ai été voir Super Mario au cinéma, j'ai beaucoup aimé Super Mario, Ouais. mais c'est pas très, très film Ah, d'horreur, Super Mario. j'ai quand même été étonné. Il y a une phase où ils font référence, je pense, à Luigi's Mansion, où Luigi Oui, arrive tout à dans fait, l'univers et qui est quand même assez horrifique. Je me suis dit, pour c'est les vrai. petits, ça peut être impressionnant quand même. Pour les gamins, ça marche, et pour les vieux, les refs sont quand même vraiment très, très chouettes. Enfin, c'est un bon Oh, ouais, divertissement, c'est clair. très fidèle à l'univers de Mario, j'ai beaucoup aimé. Mm. Sinon, série un peu plus horrifique, la série The Last of Us. Alors moi, je ne suis pas du tout joueur, je n'ai jamais fait les jeux, je ne connaissais rien à The Last of Us. Mhm. J'ai regardé la série, alors bon, ça reste une série avec des défauts et des qualités, mais j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, il y a une construction d'univers, il y a tout un background qui est un peu suggéré par moments que j'ai vraiment trouvé très très chouette. Et puis mon petit coup de cœur, un peu plaisir coupable, slash truc auquel je peux pas échapper, c'est l'espèce de remake, reboot, on appellera ça comme on voudra, de Hellraiser, Ouais. qui est sorti aux États-Unis sur Hulu et malheureusement qui n'est toujours pas dispo en VF en France, ce qui est une honte, puisque j'ai trouvé ce film très très sympa. Alors encore une fois, on est sur une prod de chez Hulu, c'est pas parfait, hein, voilà, tous les films, toutes les séries ont des défauts, mais la réinterprétation des Cénobites, la façon dont ils sont utilisés, moi je suis un gros fan du Hellraiser de Clive Barker, Mhm. et que ce soit le bouquin ou le film, quoi, je trouve que son film il est excellent et qu'il a plutôt bien vieilli en termes de morale et tout. Et ce remake est vraiment très, très chouette, et j'ai trouvé que les punchlines des Cénobites tombaient vraiment bien, que c'était vraiment dans l'esprit de ce que Barker faisait, que ce soit même aussi dans l'esprit des comics d'ailleurs, Hellraiser qui existe aussi, Mhm. et je me suis dit: «Waouh, et ça c'est pas dispo, ils l'ont pas, importé en France, sur Disney+, et c'est vraiment une honte, quoi, parce que c'était vraiment très, très chouette à regarder». Donc c'est mon petit conseil de pirate, regardez, Hellraiser, 2022, comme vous pouvez, parce que c'était vraiment très bien. Ouais, c'est vrai que, enfin, surtout quand on voit ce qu'était devenue la franchise en termes de films depuis un moment là, enfin, c'était quand même pas glorieux quoi. C'est Euh, pas toujours joli, joli. voilà. Et non, bah du coup, pour les gens qui connaîtraient pas spécialement l'univers et notamment tout ce qui est la partie comics, je vous invite à aller voir la vidéo de Alt 236, on en parlait tout à l'heure, qui a Tout fait à une fait, ouais. vidéo super complète où il Mmh. analysait justement tout cet univers d'Hellraiser, c'est super intéressant. Alors, et quelle est ton actualité, mon bon Chris? Alors l'actualité, bah, excepté, Signal Loser, donc qui va continuer puisque le premier épisode est sorti et les prochains vont pas tarder à être enregistrés. Mhm. Et beh, il y a tout ce que je fais sur Substack, évidemment. Donc Substack, site sur lequel je suis depuis maintenant pratiquement 2 ans, hein, depuis août 2021, où je publie des articles, des podcasts, tout ça dans un format un peu hybride entre blog et newsletter, puisque les gens reçoivent les articles directement dans leur boîte mail, ce qui évite de se trimballer tout ce qui va pas sur YouTube à base d'algorithmes, de publicité, de trucs sponsorisés en veux-tu en voilà et de crypto-monnaies. Mhm. Et j'y parle majoritairement de comics, mais aussi un petit peu de, comme je le disais, de pop culture au sens large, hein, voilà. J'ai parlé notamment de la sortie de Metroid Prime Remastered, qui était un des jeux de mon adolescence, et j'étais très content d'en parler. Enfin voilà, je traite un petit peu de ce qui me plaît, et j'espère que ça vous plaira aussi du coup. Ouais, complètement. Donc effectivement, bah là, l'idée c'était de savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc ça va être bah, notamment sur Signal Louger. De là, moi j'avais invité les auditeurs à s'inscrire à ton Substack si ça les intéresse. Je mettrai de toute façon les liens dans la description de l'épisode. On peut te retrouver également sur bah, les réseaux sociaux et notamment Insta. Tout à fait, Instagram, Twitter, même Facebook, hein, s'il y a encore des gens qui utilisent Facebook, les plus de 60 ans, on sait jamais. Alors, Et puis on va rester poli, mais je suis sur Facebook.
Moi aussi, j'ai presque 60 ans maintenant, donc je suis aussi sur Facebook. Bon, bah, ça va. Mais ouais, sur les réseaux sociaux, bah, vous me retrouvez un peu partout. Vous pouvez me retrouver à la boulangerie aussi de temps en temps, à la Oui, bien sûr, boulangerie le dimanche ou matin, ch tout à fait, ou chez Super U, ça m'arrive aussi, voilà. Je suis un peu voilà. partout, ouais, tout à fait. Donc présent partout, c'est, Un peu comme la misère, je pour suis faire partout. le buzz. Alors, c'est là qu'on va passer du coup, au moment tragique, de l'émission. Je vais donc te poser les questions rapid fire. Alors, Ouh là, je suis un peu un arnaqueur parce que j'appelle ça les questions rapid fire. Normalement, c'est les questions, tu sais, où je vais te proposer, par exemple, un choix A ou un choix B. Normalement, on est censé y répondre rapidement et sans développer. Mais vu que, bah, je m'en fous, du coup, moi, je laisse complètement mes invités développer leurs réponses. Donc, si l'envie te prend, de développer un petit peu tes réponses, n'hésite pas. très bien. Alors, on va commencer avec, un petit truc facile. Tu plutôt série ou plutôt film? Plutôt film. Les séries, j'ai un peu de mal à accrocher aux séries, en termes de temps, en fait. J'ai beaucoup de mal à me libérer du temps pour mater des séries. Le binge watching, tout ça, c'est pas trop mon délire en général, donc plutôt film. Je comprends complètement. L'investissement en temps, effectivement, est Mmh. pas du tout le même, ouais. Plutôt Tomb of Dracula ou Marvel Horror? Ah, plutôt Tomb of Dracula quand même, hein, pour Gene Colan, pour le côté complètement what the fuck de Dracula qui vit dans les années 70 aux États-Unis. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc plutôt Tomb of Dracula, allez. Plutôt cinéma ou home cinéma? Alors le cinéma, ça reste quand même une chouette activité et tout ça. Maintenant, c'est pareil en termes de temps, puis c'est aussi un budget, le cinéma, mais en termes de temps, j'ai un peu de mal des fois à me libérer du temps pour aller au cinéma. Donc, on va dire plutôt home cinéma par dépit, parce que je suis un adulte responsable et que j'ai pas toujours le temps d'aller au cinéma quand je veux. Mais après, le cinéma, ça reste quand même une expérience. Voilà, voir un film sur un écran de cinéma, je pense que c'est. Il y a quand même encore, heureusement, aujourd'hui, des films qui sont tournés pour être vus sur des écrans de cinéma. C'est de moins en moins vrai, mais ça existe encore. Heureusement. Plutôt The Thing ou L'Antre de la folie? Ah, plutôt The Thing, obligatoirement. C'est pour moi l'un des meilleurs films de SF. Après, c'est. Voilà. Bref, The Thing, quoi. Ouais, on est d'accord. Moi, ça reste un de mes films, vraiment favoris, film culte. Et je ne désespère pas de le voir sur grand écran. Alors, plutôt VO ou VF? Alors là, aucune importance. En comics, je suis plutôt VF parce que alors je lis tout à fait couramment l'anglais, mais j'ai tendance à dire qu'on a la chance d'avoir un marché comics en France qui est assez riche, avec des éditeurs qui font pas mal d'efforts. On parlait de Vestron, on parlait de, Delirium, on parlait d'Aquileos. Enfin voilà, c'est des petits éditeurs qui font vraiment un taf, énorme pour justement entretenir ce patrimoine BD chez nous. Donc plutôt VF quand je peux soutenir un éditeur qui fait de la VF. Je pense à Bliss aussi, voilà, qui font des trucs très chouettes. Après VO quand j'ai pas d'autre solution, c'est-à-dire quand il y a de la VO, bah, je lis de la VO. Et puis, par contre pour ce qui est du cinéma ou des séries, là c'est pareil, j'ai pas trop de préférence. VO ça me dérange pas, VF ça me dérange pas, je m'adapte à ce qu'on me donne, quoi. D'accord. Plutôt métal ou zouk? Plutôt métal, mais ça, les gens qui me suivent le savent évidemment. Après le zouk, pourquoi pas? Je veux dire le zouk oui, si vous voulez, mais plutôt métal quand même. D'accord. Plutôt Kurt Russell ou Bruce Campbell? Ah, ouh ça c'est dur ça. Ah ouais. Ah, c'est la question la plus dure de toutes là. Je sais pas parce que Bruce Campbell, il est quand même un peu bloqué dans son personnage. C'est quand même Bruce Campbell. En fait, quand tu vois un film avec Bruce Campbell, tu vois Bruce Campbell, Ah, tu tu vois vois pas trop H. le personnage derrière. Ouais, Tu voilà, vois tu vois, H. tu toujours un peu coincé dans ce perso-là. Kurt Russell, il a quand même un jeu un peu plus large, même si c'est toujours, quand même, bon, le même type de perso, un peu bad boy machin, mais je sais pas, c'est dur. Je vais quand même dire Bruce Campbell juste parce que H, ouais, voilà. Mais c'est un peu, bon, une vraie réponse de Normand là, je te dirais, l'un et l'autre quoi. J'arriverai pas à choisir. Bruce Russell ou Kurt Campbell? Ouais, voilà. Plutôt gore ou horreur psychologique? Ah, c'est compliqué. Le gore, c'est marrant, c'est fun, et l'horreur un peu, alors psychologique, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé par exemple The Witch Ouais, de Robert Eggers, tu vois? Parce qu'il y a une vraie ambiance, il y a pas grand chose enfin, il y a pas grand chose de gore, je veux dire, il y a une horreur vraiment induite par l'ambiance, par le côté un peu malsain de l'endroit et tout. Après le gore, c'est quand même marrant quoi, quand tu as vraiment des trucs, grandiloquents, un peu grand guignolesques, enfin moi je suis assez client de ça aussi. Peut-être le gore quand même, parce que je suis un peu régressif comme garçon. et plutôt Pinhead ou Michael Myers? Ah, Pinhead à coup sûr. Là, j'adore Michael Myers, hein, c'est très bien, mais Pinhead, c'est quand même la classe absolue, quoi. Je veux dire, les Cénobites, pour moi, meilleur méchant de cinéma, quoi. Bah, c'est vrai qu'il a quand même, en fait, quand il ouvre la bouche, c'est juste pour balancer des punchlines, c'est-à-dire Bah oui, que c'est il ça. parle pas pour rien dire.
Bon, Mike Myers ne Parle parle pas pas pour du rien tout. dire non plus. Hein, voilà, il parle pas pour rien dire, il parle pas. Donc C'est réglé. vrai que ça se rejoint, mais quand même. Eh ben écoute, voilà, on a fait le tour. Je te remercie énormément d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir proposé de répondre à tes questions, ça m'a fait bien plaisir. On parlait tout à l'heure de l'exercice d'interviewer quelqu'un qu'on connaît pas. Je peux dire qu'avant cette émission, on ne se connaissait pas. Tout à fait. Tu as plutôt bien réussi ton exercice, voilà. Bon, bah écoute, je te remercie. J'invite donc tous nos auditeurs à regarder un petit peu les liens que je vais mettre dans la description pour suivre Chris sur ses différents réseaux sociaux, son nouveau projet de podcast, le Substack, etc. Tout ça à vos risques et périls, hein. Tout à fait, je me dégage toute responsabilité. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.